Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti Niça. On est très content de vous accueillir comme chaque semaine pour parler de l'actualité de l'OGC Nice, votre club préféré, l'un des meilleurs clubs de France, désormais le futur, vice-champion, dauphin, champion de France peut-être. Est-ce qu'on va s'enflammer cette saison? C'est un peu le sujet de l'Europe, l'émission. messieurs. L'Europe, voilà, on parlera dans ce podcast effectivement des ambitions de l'OGC Nice suite au mercato, puisque c'est ce dont il s'agit. Vous avez probablement vu le titre de l'émission si vous l'avez téléchargé, si vous l'écoutez. C'est notre bilan Avanti Niça, l'équipe du marché, des arrivées, des départs, de ce que Ineos a envoyé dans notre club cet été. Pour parler de tout ça avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir Brice. Salut Brice, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien, merci. Tranquillement, on va faire le bilan calmement, comme dirait Jackie et Benji. Calmement, je ne sais pas, mais on va essayer. Ça sera peut-être pas calme très longtemps, mais on accueille aussi un des spécialistes du mercato, un peu la star de l'été qui a maintenant des vacances bien méritées. C'est Romain, alias Chouchou sur les réseaux sociaux. Comment ça va, Romain? Ça va nickel, parfait. Voilà, toi, tu as choisi de terminer le mercato 4 jours avant, en partant en vacances, et du coup, il n'y a plus de recrues. Donc, est-ce que c'est à toi qu'on doit en vouloir personnellement si on n'a pas eu de signature le 31 août à 23h59? Non, mais c'est parce que je le savais. non, je plaisante. Je sais pas votre relation, mais tu l'as déjà rencontré, Chouchou, ou pas? Parce que tant c'est Julien Fournier depuis, hein, je l'ai rencontré, et après, c'est vrai que j'ai jamais vu les deux dans la même pièce, mais bon, on peut pas dire qu'ils se ressemblent franchement non plus. Donc, faudrait demander à Bada, parce qu'il connaît bien les deux, il travaille avec l'un et il va bouffer au resto avec l'autre, donc forcément, il pourrait nous en dire plus. Non, blague à part, messieurs, je vous accueille aujourd'hui dans Avanti Niça, dans votre émission, dans l'émission de tous les supporters et supportrices de l'OGC Nice, pour parler un peu de ce mercato qui s'est terminé. On est le 2 septembre, on a eu une journée pour se remettre de nos émotions, faire le bilan de cette période qui a été quand même très agitée niveau arrivée, niveau départ. On va se faire un petit récapitulatif après. Mais déjà, avant de parler un peu concrètement de qui sont venus et de ce que vous pensez que ça va apporter à la saison à venir et aux années à venir de l'OGC Nice, comment est-ce que vous avez vécu cette période, du coup, qui a été un peu particulière? C'est quand même un mercato aussi pas mal sous le sceau du Covid, un peu moins que celui de l'année dernière, mais malgré tout particulier. Et puis voilà, l'OGC Nice qui a peut-être pour la première fois depuis de nombreuses années fait quand même un sacré ménage dans son effectif. Je vais prendre la parole. Donc, moi, merci. Moi, je l'ai vécu, on va dire, sous plusieurs phases. La première phase, ça a été un peu la frustration, parce que c'est vrai que le mercato, il a mis du temps à démarrer. Et c'est vrai que par rapport à l'année dernière, ce qu'on a vécu. Alors que l'année dernière, il s'était arrêté très vite. Je crois que cette année, il a dû commencer au moment où ça s'était terminé l'année dernière, plus ou moins. Exactement. Ouais, non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Et puis bon, en voyant aussi les recrues que faisait Marseille, je me suis dit, putain, c'est chiant, nous, putain, on prend grave de retard et tout. Et je me suis fait un peu de soucis au départ. Et puis après, ça a été l'engouement, parce qu'après, il y a tout qui s'est un peu décanté, pas rapidement, mais au fur et à mesure, on avait de plus en plus de noms qui arrivaient à nos oreilles, et puis des belles recrues. Donc voilà. Et puis sur la fin, on va dire peut-être un peu déçu qu'il n'y ait pas eu cette dernière recrue offensive, enfin comme tu l'appelles, le Fournier time. Ouais. Voilà. Mais bon, après, voilà, comme on se le disait, c'était un petit peu, on va dire, bourgeois, parce que sinon, pour moi, le mercato, il a été très bien mené, et bon, on voit que la patte Galtier a eu lieu avec Julien Fournier qui a un peu revu certaines choses, des choses qu'on n'avait pas vues les mercatos précédents, avec des mecs un peu plus expérimentés au niveau de l'âge et au niveau même du coût du transfert, du potentiel de la plus-value, notamment pour Andy Delors, dont on parlera forcément dans cette émission. Brice, comment toi, en observateur semi-extérieur, tu as vécu ça? J'ai vécu ça plutôt bien, moi. J'ai trouvé ça vraiment cool comme session de transfert, parce qu'en fait, je voyais pas Nice faire aussi mieux que ça de ce qu'ils ont fait. Ça a vraiment été quelque chose. Les Minas, je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à un milieu aussi fort
pour l'OGC Nice, tu vois, par exemple. Et puis, je trouve qu'ils ont bien recruté. Il y a 2 belles recrues. C'est, malgré tout, c'est Benitez, tu vois, comme recrue, puisqu'on a, avec le coup de Galtier qui arrive et tout ça, ça l'a remis un peu à l'endroit. Et puis, tu lui as mis de la concurrence qui lui manquait probablement c'est ça, en fait. Depuis ces dernières saisons. C'est ça. Exactement. Et justement, c'est ce que j'allais dire. T'amènes de la concurrence à quasiment tous les postes, on va dire. Quasiment tous les postes. Effectivement. On va commencer tout de suite par le tableau des arrivées et des départs. Du coup, je vais faire une liste un peu exhaustive pour qu'on se remette un peu tout en tête et qu'on n'oublie pas qui est arrivé, qui est parti. La liste est assez longue, mais dans l'ordre, ça sera dans l'ordre alphabétique pour le coup. On a notamment les arrivées de Melvin Barr, de Marcin Bulka, de Andy Delors, de Evan Guessant et de Lucas Dacunia qui reviennent de près, également de Justin Kluivert, de Mario Lemina dont tu parlais, Brice, de Pablo Rosario, de Calvin Stengs et l'achat définitif du coup de Jean-Claire Todibo qui était déjà là depuis l'hiver dernier, mais dont l'option d'achat, très beau transfert aussi, il faut le dire quand même. On a rarement levé des options d'achat à Nice ces dernières saisons. On sait que ça a fait un peu friser les cheveux de Bada, que ça tarde aussi à être officialisé cette levée d'options d'achat. Mais Jean-Claire Todibo est heureusement resté parmi nous et a déjà fait un très bon début de saison. Ça également, on en reviendra plus tard dans cette émission. Côté départ, on a perdu notamment Pedro Brazao, Johan Cardinal, Racine Colli, Pierre Lesmelou, Ronny Lopez, je ne sais pas si on peut dire que c'est une perte, mais voilà. Mizian, Dan Endoy, ça c'était pour le tout dernier jour du mercato. Stanley Nsoki, je suis désolé, Brice, si tu veux une minute de silence pour Stanley Nsoki, je peux mute ton micro. C'est bien pour lui. Malik Selouki. Est-ce qu'il aurait eu le niveau de Melvin Barr aka Roberto Carlos? Je ne sais pas. Je pense qu'il l'aurait jamais eu parce que Melvin Barr a déjà fait plus de bons matchs que Stanley Nsoki en étant arrivé il y a un mois. Bref, allez, ciao. Ça c'est un autre débat. Également, voilà, les départs d'Andy Pelmar, de Jeffrey Adelaide, de retour de près de Malik Selouki en fin de contrat, et puis également d'Alexis Trouillet, voilà, qui est parti en prêt lui aussi dans les toutes dernières heures du mercato. Avant de s'exprimer éventuellement sur l'ambition de ce mercato, on a quand même vu, comme tu le disais, que c'était peut-être le premier mercato, enfin moi j'ai envie de l'appeler comme ça, depuis le mercato initial qui avait duré 3 jours à cause de la date du rachat, mais le premier vraiment mercato à l'ambition Ineos, que ce soit dans les sommes dépensées, mais également dans les profils des joueurs recrutés, parce que tu as, comme le disait Brice, des joueurs expérimentés, je pense notamment à Mario Lemina, mais aussi à Andy Delors, si on parle d'âge cette fois-là, mais aussi quand même des jeunes prospects, mais pas n'importe quel jeune prospect. Tu vas chercher un Justin Kluivert qui est peut-être un peu à relancer, mais qui malgré tout a déjà une expérience européenne du haut niveau à l'Ajax. Un Calvin Stengs qui est vraiment une des pépites les plus chaudes de l'Europe du foot. Et tu matines ça aussi un peu avec des joueurs un peu plus, des joueurs francophones ou un peu plus en développement de centres de formation, soit du sien, soit d'ailleurs. Je pense, par exemple, à Evan Guessant, à Lucas Dacunia ou à Melvin Barr. Vous, est-ce que vous avez l'impression que ce mercato, il y a vraiment une différence par rapport aux anciens, je pense notamment à l'année dernière, dans l'ambition apportée par l'actionnaire Ineos? Pour ma part, en tout cas, c'est le premier mercato qu'on voit à la hauteur, on va dire, de nos ambitions. Et en plus, moi, je me souviens d'une phrase qu'ils avaient dit à l'époque quand Ineos est arrivé. Ils avaient dit c'est même River qui avait dit, qu'ils ne prendraient que des joueurs titulaires dans leur club. Et en fait, c'est le premier mercato où on prend que des joueurs, hormis Melvin Barr, mais on prend que des joueurs titulaires dans leur club. Et encore Melvin Barr, peut-être que s'il était resté quelques semaines de plus, vu le chantier au poste de latéral gauche à Lyon, c'était pas impossible qu'il devienne titulaire tôt ou tard. Mais effectivement. Mais carrément. Mais après, voilà, on a que des joueurs qui ont joué toute une saison déjà l'année dernière, parce que et sur les derniers recrutements, enfin sur les derniers mercatos qu'on avait eu, franchement, il y avait quasiment aucun titulaire à leur poste, quoi. Donc moi, au niveau du recrutement, je suis très content parce que c'est des joueurs confirmés qui ont une année entière dans les pattes, pas comme certains qu'on a eu en prêt ou quoi que ce soit les années précédentes. Et puis, on a allié jeunes prospects, expérience, et même si c'est des jeunes prospects, c'est des mecs qui ont eu des titularisations dans l'équipe première et qui étaient titulaires, quoi. Donc pour moi, je suis vraiment très très content.
Il n'y a guère que Marcin Bulka qui n'est pas titulaire au PSG forcément, mais en même temps, il ne vient pas non plus pour jouer chez nous. Enfin, éventuellement en coupe ou pour pallier une absence éventuelle de Benitez. Mais bon, voilà, c'était histoire d'être tout à fait exact. Mais c'est vrai que enfin, tu évites en fait tout le syndrome du joueur mal dans son club ou à relancer. Et même dans les joueurs à relancer, moi, je sais quand j'entends certains dire que quand tu vas chercher Mario Lemina, c'est un joueur à relancer. Alors oui, il n'est pas dans un top club en première ligue. Sinon, tu le fais pas venir à Nice, mais il sort quand même d'une saison à plus de 30 matchs. Donc c'est compliqué de parler de relancer. Tu vois, voilà, il y a à la limite Justin Kluivert. Pour l'Europe, à la limite, pourquoi pas. Mais c'est tout. C'est vraiment pour chipoter, quoi. Vraiment. Donc, Brice, non, Lemina. Qu'en penses-tu? Pour toi, est-ce que tu as l'impression qu'on a changé d'étape dans le projet? Est-ce qu'on est passé à la vitesse supérieure? Je sais pas si c'est passé à la vitesse supérieure, mais moi je le vois plus comme un mercato complémentaire. C'est-à-dire que la première année, tu as quand même pris Guiri, tu as pris Todibo, tu avais pris Asanka. Je parle vraiment que de ces 3 joueurs qui ont été titulaires finalement tout au long après. Et finalement, j'ai l'impression que ça est construit un peu autour de ça. Et je le vois plus complémentaire, on va dire. C'est des joueurs qui ont apporté satisfaction l'année dernière, et puis maintenant, ils apportent les pierres à l'édifice pour vraiment poser le jeu Galtier autour de quelques joueurs qui étaient déjà présents. Donc je trouve que ça a été bien fait. Ça a fait sans faire de bruit d'ailleurs. Nice n'était pas forcément hyper attendu sur le marché des transferts ou quoi, mais non, de façon assez paradoxale, on a peut-être plus parlé de l'OGC Nice pour son mercato l'année dernière, peut-être parce qu'on a attaqué très fort, un peu comme on a beaucoup parlé de l'Olympique de Marseille en début d'été, parce que ça s'est enchaîné très très vite, et je me souviens de plein de vidéos, d'articles. Nice, ça travaille très, très intelligemment, tout ça, ce qui n'est pas forcément faux, mais on peut pas dire que les résultats sportifs non plus aient donné raison à cet argument l'année dernière, vu la saison qu'on a passée. Il te manquait l'entraîneur surtout, et il te manquait aussi les 2-3 joueurs d'expérience. Bon, Dante est parti assez rapidement, malheureusement, mais là, tu prends les Mina, tu prends des... Même Rosario, du coup, qui, sans être vieux, a comme un vécu globalement au PSV Eindhoven, qui en plus n'est pas n'importe quel club. Effectivement, tu as, on l'a dit, ce travail qui a été fait intelligent, qui a peut-être été moins souligné médiatiquement. À la limite, on s'en fout, mais en tout cas, là, les résultats ont tendance pour l'instant à prouver que le résultat, que le travail paye. Après, pas d'enflammade, il y a un tube de l'été tous les ans, ça veut pas dire qu'on va l'écouter toute l'année, bien au contraire. On verra pour la suite. Ça, c'est une chose. On a cité les joueurs qui sont venus. Globalement, on est plutôt satisfait de ça. J'ai envie de vous poser maintenant la question différemment. On est content de ce qui est arrivé, mais est-ce que pour vous, il ne manque pas un joueur, que ce soit un poste, un profil ou quoi que ce soit pour vous? Est-ce que vous ne restez pas sans s'embourgeoiser, comme dirait Romain? Est-ce que vous n'estimez pas que, malgré le travail qui a été bien fait, ça aurait pu être encore mieux fait et être parfait? C'est le supporter fan de Mercato qui parle ou Alors, il y a un peu de ça, forcément. Tu te dis, le Mercato, même si on sait que c'est aussi des moments douloureux et que c'est un peu la grande foire, c'est un folklore qu'on apprécie, malgré tout. C'est pour ça aussi que ça agite autant les réseaux sociaux et le microcosme du foot. Mais restons sportivement, sans parler du folklore de la dernière recrue le 31 août. Ça, effectivement, comme disait Romain, ça aurait été rigolo et on aurait apprécié pour le timing, tout ça. Mais vraiment, quand vous regardez l'effectif de l'OGC Nice aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que tous les postes sont doublés quantitativement et qualitativement, sécurisés? Ou est-ce que si vous aviez eu les moyens de faire 1, 2, plus de recrues, vous auriez estimé ça nécessaire? Et si oui, pour la Ligue 1, je pense que pour la Ligue 1, je pense que c'est largement suffisant. C'est vraiment très très fort ce qui a été fait du côté de l'OGC Nice. Ça tient la route, c'est solide. Les postes sont quasiment doublés. Bon, évidemment, tu as la blessure d'Attal, donc côté droit, c'est un peu plus Je pensais bancal. Notamment à ça, sans vous le... on va pas dire qu'on est surpris par la blessure de Youssef Attal. On le déplore, mais c'est un risque un peu... Ce qui est con, parce qu'il a fait 2-3 matchs
bon niveau, très très bon niveau. Et j'ai vraiment apprécié son match. Mais après, voilà, il faut, je pense, comment dire, accepter que voilà, il y a ces recrues-là, elles sont bonnes, ça a été bien fait. Et dans 3 mois, dans 2 mois même, dans 2-3 mois, ouais, tu pourras peut-être changer et peut-être améliorer s'il faut. Mais là, laissons le temps faire de cette équipe, les matchs, voir comment ça se passe aussi avec les blessures. Et puis on verra après. Ça peut attendre le mercato d'hiver pour toi, Romain, aussi. Là, sauf cataclysme comme les Croisés de Nantes la saison dernière, on est relativement paré jusqu'à la CAN qui peut-être nécessitera un ajustement. Moi, je pense qu'on est suffisamment armé. Après, c'est vrai que comme on le disait un peu en off là, au niveau de la défense centrale, voilà, si on en a un des deux qui se pète, et surtout, ce que j'espère pas, mais Todibo qui se pète, Danny Luc, Dante dans l'axe, moi ça me ferait peur. Même Todibo, Danny Luc, même si voilà, on sait que Danny Luc il a d'énormes qualités. Mais voilà, moi j'ai juste peur d'un truc, c'est que quand on se fait les croisés, souvent on a une bonne période, une bonne phase, et après on retombe un petit peu dans un certain creux. Enfin, j'écoutais, enfin c'était William Cyprien qui disait ça ou Lucien Favre qui le disait. C'était ouais, même Lucien Favre qui le disait par rapport à la blessure de Cyprien. Alors c'est sans doute vrai si Lucien Favre le disait. Exactement. Voilà, c'est pour ça que je prends cet exemple. Mais c'est vrai qu'il disait que bah voilà, Cyprien, il était revenu tambour battant à fond. Enfin, il avait fait des très bons matchs et après il était un peu ouais rentré dans le rang quoi. Et un épuisement qui se fait dans un second temps. Voilà. Et moi, ce que j'espère pas, c'est que voilà Dante et cet épuisement ou s'il l'a, que ça ne se répercute pas trop. Mais après, non. Après, moi, je suis confiant. Voilà, pour jouer que la Ligue 1, parce que les coupes, en plus, elles arrivent que à partir de janvier. Enfin, il y en a plus qu'une, ouais. Ouais, voilà, la coupe. Donc voilà. Après, voir par rapport à la CAN surtout, un petit ajustement avec un ou deux prêts ou un ou deux coups à faire peut-être. Mais en tout cas, moi, pour l'instant, je suis très confiant par rapport à notre effectif. Ça dépendra aussi éventuellement de où tu en es au classement à ce moment-là. Exactement. Et de la forme des différents joueurs. Même si c'est vrai que la CAN, ça peut concerner des joueurs très précieux. Hein. On parlait de Youssef Attal, mais tu as déjà 3 Algériens, que ce soit Attal Boudaoui ou Andy Delors, même si malheureusement pour Attal, on a aussi vu déjà l'interview de Jamel Belmadi cette semaine. Sa place quand même risque d'être menacée tôt ou tard si physiquement ça ne se remet pas dans le droit chemin. Il y a aussi Mario Lemina qui peut être concerné, d'autres joueurs, mais on est quand même un peu plus que ces dernières années. Ça nous rappelle un peu il y a quelques temps, on pouvait quasiment aligner une équipe entière à la CAN. On va dire victime de cette période au mois de janvier qui peut mettre un peu en difficulté notre effectif. Ça c'est une chose. Bon, on a parlé du manque. Pour vous, ça n'est pas nécessairement une nécessité de faire cette dernière recrue. Il y a des joueurs libres qui existent sur le marché, mais en quelques mots, bons joueurs. Voilà, de bons joueurs. Il y a, je sais pas, par exemple, soit Javier Pastore, Serge Aurier, Radamel Falcao, Franck Ribéry, toujours Clément Grenier, notre fil rouge du mercato depuis 10 ans à peu près. Mais voilà, David Luiz, tu le disais, il y en a plusieurs. Vous, là, vous ne voyez pas ni la nécessité, ni de façon réaliste, l'OGC Nice bouger sur ce marché des joueurs libres dans les prochains jours? Parce que officiellement, personne ne nous a dit que le mercato était terminé. Ou alors j'ai raté la déclaration, mais en tout cas, personne n'a annoncé formellement qu'on s'arrêtait là. Moi, personnellement, je vois pas de joueurs arriver. Et franchement, Galtier, par rapport à tout ce qu'il a dit en conférence de presse, tout ce qu'il a dit, c'était vraiment sans langue de bois. Il a dit qu'il voulait pas de défenseur central en plus ou qu'il n'y aurait pas de défenseur central en plus. Déjà, moi, je vois pas ce poste bouger au moins jusqu'à janvier. Et après, pour le reste, non, je vois pas. Non, je vois pas du mouvement avec les joueurs. Tu ne fais pas venir Serge Aurier pour remplacer Youssef Attal?
Moi, franchement, non. Non, ouais, Non, c'est bon. Non, on va s'éviter des problèmes quand même, quoi. Ouais, non, c'est bon. Ça va déclarer Galtier illégal et tout, non, laisse tomber. Ouais. Et puis là, ça va. Et là, il va y avoir un coup de tête direct. Donc, parce que voilà, je pense que Galtier ne se laisse pas faire de la même façon. Ouais, voilà, c'est pas Laurent Blanc. Que notre cher Lolo. Voilà, bon, alors, on va partir du principe que le mercato est terminé. On aura peut-être une surprise dans les prochains jours, mais bon, on en serait quand même surpris. Et puis, si Chouchou n'a pas d'informations là-dessus, qui en a? Non, je plaisante naturellement. Voilà, donc un mercato pour lequel on est plutôt satisfait. Brice, tu as commencé à dire un peu pour toi les principales recrues, ou en tout cas les points positifs de ce mercato. C'est un peu tôt pour adouber certaines recrues, même si je sais que Brice, tu es particulièrement fan de Mario Lemina, qui a déjà un fan club de Pablo Rosario qui existe, que j'ai un fan club de Justin Kluivert à la maison aussi. Enfin voilà, chacun a son chouchou de ce début de mercato. Bon, moi c'est Melvin Barr. Je pense qu'il faut que je remette en cause certaines choses dans ma vie quand même, mais bon bref. Passons. Faut parler, faut aller consulter, faut parler. Ouais, tu vois, il faut pas laisser comme ça. Appelle un ami, ne laisse pas ça, ne laisse pas la situation dégénérer. Voilà, indépendamment de noms comme ceux-là qui ont pu faire des bonnes performances dans les premières semaines de cette compétition, est-ce que pour vous, la recrue, ce ne serait pas aussi Christophe Galtier, tout simplement? Bien sûr, il en fait partie. Il fait partie de l'équipe, forcément, et c'est lui qui... Tu sais, Galtier, quand il est arrivé, il a martelé plusieurs choses. C'était haut niveau, tout le temps. Le haut niveau, c'est ça, le haut niveau. Il arrive aussi avec un titre de champion de France. Donc, quand t'es joueur, tu fermes ta gueule, j'imagine, et tu l'écoutes. Tu vois, t'as plus de poids que peut-être un Pep pour CA. Calme-toi. Voilà, tu vois. Non, mais c'est une vérité, tu vois. C'est un gars qui a beaucoup d'expérience aussi. Qui a amené quand même Saint-Etienne en Coupe d'Europe, Lille au titre de champion. Donc, il a des références, un charisme et des qui en impose tout de suite. Puis la mission n'est pas la même que Pep Ursa, qui est un peu dans une mission survie commando. Là, comme dirait Jean-Pierre River, tu pars sur un nouveau projet. Bien qu'il ne soit pas dans une saison de transition. Comme il dit souvent. Il n'y a pas de saison de transition, on n'est pas là pour être tranquille, c'est la saison de transition. Quand tu vois comme il a gueulé apparemment sur Rosario contre Bordeaux parce qu'il montait alors que tu gagnes 4-0, que tout le monde doit être à sa place, faire bloc, etc. Tu sens que il va y avoir beaucoup de joueurs, qui vont se mettre au diapason. Il y en a certains qui le sont pas encore, mais c'est normal, il faut qu'ils s'adaptent, etc. Mais c'est un entraîneur qui est fédérateur, c'est un entraîneur qui est déjà du Sud, donc qui connaît aussi cette mentalité-là et qui se laisse pas faire. Tu le vois sur lui, de toute manière, t'as pas envie d'aller chercher des emmerdes à ce gars. Donc voilà, je pense que c'est une des 3-4 meilleures recrues de l'OGC Nice cette saison, même s'il est arrivé un peu tard par rapport aux entraînements. Mais le jour J, il est arrivé à temps. Oui, c'est vrai, parce que la première journée, c'était que les tests physiques. Ouais, il arrive à temps pour le premier entraînement. C'est vrai. Écoute, mieux vaut tard que jamais, c'est bien. Romain, toi qui as un peu eu des échos de l'intérieur, c'est aussi pour ça, une des raisons pour lesquelles on te suit si ardemment sur les réseaux sociaux. Voilà, on sait que Galtier, au-delà du terrain, de ce qu'il a pu apporter tactiquement, de ce qu'il peut apporter aux joueurs aussi, c'est une recrue qui a renforcé et peut-être un peu plus professionnalisé ou redonné une ambition à un OGC Nice qui ronronnait peut-être de la même façon que Claude Puel était arrivé pour vraiment professionnaliser le club, les structures, tout ça. Là, Galtier, est-ce que c'est pas aussi la meilleure recrue pour relancer un peu la machine OGC Nice et un peu relancer la dynamique vers le haut? En fait, oui, Galtier, comme tu dis, il est en train de... Parce que c'est quand même un chantier. Mais il est en train de professionnaliser le club. Mais au-delà de dire le club, c'est surtout l'équipe première. En fait, Galtier, voilà, il y a certaines choses qui ne lui allaient pas dans le club, au niveau de la gestion ça peut être tout con, hein, mais du matériel.
comme au niveau de la nutritionniste, etc. Donc lui, il est arrivé, il met ses idées en place et il sait exactement ce qu'il faut faire pour atteindre, on va dire, le haut du tableau. Maintenant, le seul hic qu'on peut peut-être y voir, peut-être avec Galtier, c'est au niveau de la formation, mais je pense qu'on en parlera un jour plus en détail. Mais au niveau de la formation, voilà, Galtier, lui, il va s'intéresser beaucoup qu'à l'équipe première. Donc, il va piocher dans l'équipe réserve, ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, voilà, lui, il est là pour avoir des résultats et des résultats de suite. Donc, le truc, comme a pu faire Claude Puel au niveau de la formation, il va pas se taper les matchs des U13 le week-end, tu veux dire. Exactement, voilà, c'est exactement ça. Lui, il va prendre à l'entraînement, ça lui convient, ok, super, ça lui convient pas, allez, c'est bon, tu retournes en réserve ou en 19, etc. Après, est-ce que c'est pas ça aussi professionnaliser le club, d'avoir des relais au sein du centre de formation? On sait que l'OGC Nice a encore revu cet été, ça a été régulier ces dernières années, mais sa structure au niveau des équipes de jeunes, peut-être pour offrir justement à Christophe Galtier des relais de confiance, des professionnels ou en tout cas des joueurs qui ont connu le monde pro auprès des jeunes, de façon à ce qu'il n'ait pas à se taper un peu le boulot ingrat entre guillemets qu'avec Claude Puel, de devoir tout gérer de A à Z, même si on sait que Claude Puel aime aussi faire ça. C'est pour ça qu'il se permettait aussi d'aller voir les matchs des équipes de jeunes. Ouais, c'est ça. Mais après, on est dans un projet où Ineos veut être sur le devant de la scène et veut être sur le devant de la scène, pas dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Ils veulent l'être de suite. Donc aujourd'hui, Galtier, voilà, il est là pour l'équipe première. Et comme tu dis, après, il a quand même des relais qui connaissent quand même le ballon. Hein. Il a quand même Digard, il a Marama, Varro, et même en dessous, il y a quand même du Johan Odell. Enfin, voilà. Et puis après, à l'intérieur, il y a quand même un directeur du centre de formation qui fait le relais de tout ça. Enfin bref. Mais voilà, lui, vraiment, comme tu dis, Claude Puel, il adorait, ou peut-être qu'il adorait pas, mais en tout cas, son job, il le faisait à fond. Et d'aller voir les U19, les U17, prendre des renseignements. Il allait taper lui à la porte des entraîneurs. C'était important pour faire la passe à ses fils aussi, il faut dire, hein, quand même. Ah bah c'était même la base. Mais par contre voilà, Galtier c'est pas quelque chose qu'il fait. Lui voilà, il veut tout avoir, mais pour l'équipe première. Et comme tu dis, c'est les relais qui vont lui dire voilà, lui il a été performant dans tel match, voilà, il est en feu en ce moment en équipe réserve ou en 19. Voilà, prends-le à l'entraînement, lui va le prendre et il va jauger sur les entraînements. Mais en tout cas, en aucun cas, il va se dire lors d'un match de la réserve ou des 19. Tiens, ce week-end, je m'ennuie, je vais aller voir un petit match des U17. Voilà. Mais par contre, après, attention, hein, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est feignant. Enfin, voilà, je veux pas qu'on pense que je dis ça. Parce que vraiment, à l'intérieur du club, mais il s'investit. Mais c'est vrai que il a son équipe première. Et voilà, il professionnalise vraiment tout à l'intérieur du club, quoi. Et comme je dis, ça peut commencer du matériel, en passant par la nutritionniste, en passant, enfin, il met un cadre à tout le monde. Et je pense qu'il a même professionnalisé plus que ce qu'il n'était, mais un type comme Fournier, parce que voilà, il a quand même réussi à lui retourner un peu le cerveau par rapport à sa volonté de prendre que des jeunes, etc. Voilà, il lui a quand même martelé et mis en tête que il fallait des mecs avec plus de bouteilles, et on l'a vu sur ce mercato, mine de rien, ça a bien marché, quoi. Ouais, on a moins de charisme que Christophe Galtier, donc nous qui nous épousons pour le dire depuis des années, le message n'était pas passé. Heureusement qu'un garçon comme Christophe Galtier est arrivé. Avant de parler un peu de... Aussi, ça aide. Ils se connaissent bien, je pense que forcément le conseil, tu le prends mieux d'un ami de 20 ans que d'un connard qui passe son temps à hurler sur Twitter, quoi. J'entends tout à fait, ce n'était pas une critique à Monsieur Fournier, il n'y a pas de souci. Plutôt à Bada. Ouais, plutôt à Bada, voilà, merde. Enfin, t'aurais pu passer le message à ton pote, quoi, mais bon. Mais pour parler du terrain, de ce que Christophe Galtier a apporté au niveau comptable à l'OGC Nice pour un premier mois de compétition, vous avez bien sûr écouté nos podcasts de débrief d'après-match, mais on va revenir un peu sur ce qui s'est passé pendant tout le mois d'août et se projeter ensuite sur le reste de la saison, ce qu'on peut attendre de cette OGC Nice version 2021-2022. On rappelle le bilan, c'est 1 match nul et 3 victoires quand même pour l'OGC Nice de Christophe Galtier.
2 cartons, 4-0 en plus, donc avec la manière. Messieurs, est-ce qu'on doit déjà s'enflammer pour ce que Christophe Galtier, mais aussi les joueurs qu'on a cités en début d'émission, sur ce que vous avez vu sur ce premier mois de compétition? Est-ce que déjà, je connais un peu la réponse, mais selon vous, est-ce qu'il y a vraiment une métamorphose par rapport à ce que l'OGC Nice nous a proposé ces 2-3 dernières années? Oui, bon, c'est vraiment une question à la con, hein, mais bon, il faut la poser, il faut le souligner. Je suis pas venu là pour ça, moi. Par contre, oui, ça a été métamorphosé, il n'y a pas de souci. Par contre, ne pas s'enflammer. Enfin, là, c'est un dur premier quand même mois. de pas prendre feu avec 2 victoires 4-0 et un derby dans les conditions qu'on connaît. Ouais, mais mon gars, le championnat, c'est pas 4 matchs, quoi, tu vois. C'est un marathon et il peut t'arriver pas mal d'embûches, pas mal de problèmes. T'as des clubs, tu vois, par exemple, le PSG, pendant des années, ils avaient la crise de novembre. Ils démarraient bien, mais en novembre, 0 point, c'était catastrophique et ça allait plomber pendant encore 1 ou 2 mois. T'as d'autres clubs qui montent pas trop en pression là maintenant, puis vers octobre jusqu'à décembre, parce qu'il y aura la Ligue des Champions, tout ça, ils vont monter en pleine bourre, donc ça va être peut-être plus difficile de les battre, certains clubs. Tu vois, il y a plusieurs paramètres, donc c'est très bien ce qu'ils ont fait, c'est pas à négliger, et au contraire, faut le respecter. Et bravo pour les 2 fois 4-0, bon, même si certains Marseillais vont dire non, c'est pas encore une victoire et tout, mais la victoire sur 75 minutes contre l'Olympique de Marseille, le match nul, c'est à respecter, mais une saison, c'est très très long, quoi. Tu peux avoir 2-3 blessures d'un coup, il peut se passer plein de choses, quoi. Donc, on l'a vu la saison dernière avec la blessure de Dante qui a vraiment changé la phase de ta saison, hein, que tu as plongé. Déjà, tu démarrais mal en plein cauchemar. En Ligue Europa, il était déjà là les premiers matchs. Déjà, le premier. En championnat, tu étais quand même pas mal classé. Hein. Dans mon souvenir, tu étais genre 5e ou 6e jusqu'à ce match où il se blesse. Hein. D'ailleurs, il se blesse pendant une victoire 3-0, si je me souviens bien. Donc voilà. Mais voilà, et tu vois, là, tout peut partir. Bon, alors, l'avantage que tu as, c'est que tu as un entraîneur qui a de l'expérience, tu as des joueurs aussi qui ont de l'expérience. Je parle bien sûr là de Lemina, tout ça. Donc, tu peux plus ou moins pallier, mais ouais, ne pas aller s'enflammer, déjà, ça sert à rien pour le moment d'aller s'enflammer. Et c'est qu'un premier mois, donc à voir, franchement, à voir. Puis il y a aussi les joueurs qui vont partir à la CAN aussi. Alors, ne pas s'enflammer niveau comptable, j'entends, comme tu dis, c'est que 4 matchs sur 38, même si les points d'avance que tu prends, notamment sur, je pense à Monaco et Lyon, et je pense que c'est à eux que tu pensais quand tu parlais des équipes qui allaient après devoir se chauffer avec l'arrivée de la Coupe d'Europe. On peut penser à Lille aussi, effectivement. Donc, ces points d'avance que tu prends sur ces équipes-là, t'auras plus à aller, ça te fait un matelas peut-être pour justement encaisser un coup de mou éventuel pendant la CAN ou un mois de novembre compliqué. Donc ça, c'est positif. Mais sur le terrain, donc oui, bien sûr, ça a changé, le 4-4-2 notamment, tout ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une agressivité qu'on avait, dans le bon sens du terme, qu'on n'avait pas vue depuis pas mal de saisons, hein, je pense. C'est même assez inédit dans l'histoire récente de l'OGC Nice. Puis même une discipline tactique qui fait vraiment... moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de retenir du premier mois de compétition, parce que normalement, ta discipline tactique et ta bonne agressivité, c'est pas quelque chose que tu perds en cours de saison, sauf à perdre vraiment des joueurs clés. Si demain tu as les Mina, Rosario qui sont blessés, forcément, Boudaoui, tu auras au milieu, ça a beaucoup de talent, mais ça n'a pas le même impact physique, hein, c'est pas les mêmes gabarits. Moi, voilà, j'avais vraiment envie de souligner ça dans le sens où, ça, c'est quand même des trucs que tu attends depuis 3 ans, que tu n'avais pas vu, même pas par intermittence, ou alors vraiment, vraiment éclair. Et là, tu as l'impression que sur 4 matchs, tu as réussi à construire quelque chose dans l'engagement, vraiment dans la discipline, dans l'implication, jusqu'à la dernière minute avec un entraîneur, tu le disais, voilà, qui va te crier sur un joueur à la 90e alors que tu mènes 4-0, qui va déplorer le fait qu'au lieu de mettre le 5e but face à Bordeaux, tu prends un carton jaune. Enfin, voilà, plein de choses comme ça. Et moi, je suis d'accord avec toi, et en plus, je vais même te dire mieux. Moi, je suis quelqu'un qui peut m'enflammer, moi. Voilà. Moi, je m'enflamme par rapport à ce que j'ai vu, et parce que aujourd'hui, on a une équipe qui est mine de rien, et en ayant infligé des cartons, comme dirait Galtier, peut-être pas qu'il le dit en conférence ou quoi, mais il y a toujours une forme de rodage. Et quand tu, quand tu vois le rodage, à quoi il ressemble,
Donc, voilà, et t'as un mec comme Stengs qui est en train d'arriver. T'as un mec comme Delors qui arrive aussi. Donc, ouais, moi je suis plutôt quelqu'un qui va m'enflammer parce que aujourd'hui on a un 11. Comme tu dis, JP, on met de l'impact. Ça faisait depuis très longtemps qu'on n'avait plus vu ça. Et on a un mec, surtout, à la tête du club, enfin, à la tête de l'équipe, on va dire, à la tête de l'équipe, qui est là pour remobiliser chaque week-end les joueurs. Et on l'a très bien vu après ce qui s'est passé contre Marseille. Bah, tu pouvais te dire quand même, on joue à huis clos. On est voilà, sur un match où il y a eu les incidents qu'on connaît. Tu peux te dire que peut-être les joueurs ils vont peut-être un peu se démobiliser ou ils vont avoir quelques doutes. Bah putain, quand tu vois le match contre Bordeaux, les mecs, on aurait dit que c'était rien passé la semaine précédente et ils ont attaqué le match, voilà, tambour battant. Donc moi personnellement, ouais, moi je m'enflamme un petit peu et je pense que ouais, on va vivre vraiment une très très belle saison. Voilà. Attention, quand je dis ne pas s'enflammer, c'est point de vue comptable, pas dire on arrive, on met des manitas à tout le monde. Hein. C'est plus dans ce sens-là. Oui. Hein. Non, oui, non, voilà. ça c'est certain. Ça c'est certain. Voilà, après, ça, voilà. Après oui, voilà. Tu prends du plaisir. Ouais, exactement. Et puis, on a vécu tellement ces 3 dernières années, mais galère au possible, que revoir un système de jeu respecté avec des joueurs qui en veulent, voilà, qui sont là, et ils mettent de la grinta sur toutes les interventions. Enfin voilà, comme disait JP, à 4-0, le mec il se fait engueuler parce qu'il revient pas défensivement, parce que, enfin voilà, il y a tout qui est pensé. Et quand on entend même Galtier qui dit à la fin, putain, on se prend un carton jaune, c'est d'une connerie alors qu'on aurait dû mettre le 5e. Enfin, je veux dire, voilà, il n'y a pas d'autosatisfaction. Il te dit pas à la fin du match, j'ai vu des bonnes choses, quoi. Enfin, ouais, voilà, je suis exactement. désolé de reparler de vous savez qui, du Voldemort footballistique de l'OGC Nice, mais dire. Non, mais voilà, c'est ça. J'ai adoré. J'ai adoré. Mais non, ça fait du bien, voilà, d'être dans ce truc où, bien sûr que dans le vestiaire, voilà, il est content et tout, mais de suite, voilà, il arrive à remettre les choses à plat et à les remobiliser pour le week-end d'après. Après, tout on le savait très bien que c'était quelque chose qu'il savait très bien faire, Galtier, par le passé avec Saint-Etienne, avec Lille. Donc il refait exactement pareil avec Nice. Mais nous, c'est vrai que maintenant, en ayant cet entraîneur à la tête de notre équipe, bah voilà, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien de voir qu'il n'y a pas d'autosatisfaction et que l'autosatisfaction, elle arrivera à la dernière journée de championnat si les objectifs y sont atteints et si, s'il y a eu plus que ce qui s'était atteint comme objectif. Donc voilà, moi vraiment, ouais, voilà, il y a une grosse enflammade pour ce début de saison, pour l'équipe, comment elle joue, pour l'entraîneur, pour tout le monde, je kiffe. Voilà. Tu reprends enfin du plaisir, ce qui est un peu le maître mot. Bon, déjà, tu sors d'une année sans stade et d'une bonne saison, voire plus sans jeu, sans football. Bon, bah là, du coup, tu en retrouves un peu, puis tu revois des choses simples, hein, au-delà des scores 4-0. Vraiment une question con, hein, parce que je pense que peut-être certains auditeurs vont trouver ça hallucinant comme réponse, mais j'espère qu'un de vous deux sera d'accord avec moi. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir, que l'équipe marque 4 buts ou que Lemina Rosario lâche des gros tacles au milieu de terrain? Alors, là, on a la chance de voir les deux. mais non, moi, franchement, au-delà des scores, c'est vrai que ça fait plaisir. En plus, moi, j'étais à Lille, donc ressortir du stade avec 4-0 en poche, ça fait trop plaisir. Chez le champion de France, incroyable. Chez le champion de France, c'était incroyable. Mais c'est vrai que moi, perso, demain, tu gagnes 1-0. D'ailleurs, ce qui s'est passé contre Marseille, hein, avec cet impact qu'on a mis dans un derby pour une fois. Ça faisait longtemps aussi qu'on n'avait plus vu ça. Moi, ça me fait autant kiffer que le 4-0 qu'on a pu mettre à Lille ou à Bordeaux, quoi. Mais une équipe qui met de l'impact, moi, ça me fait bander, voilà, tout simplement. Mais t'as bien raison, parce que moi, c'est exactement pareil. Peu importe la manière. Je suis pas fou, alors tous les trois d'accord, même. Du coup, c'est... Oui. Non, mais tu peux même perdre 1 ou 2-0 si tu as mouillé le maillot, si tu avais ton propre jeu, que tu as tout fait pour jouer,
avec ta mentalité, avec tes armes, et que tu te donnes à fond et que bah, tu prends quand même du plaisir sur des phases de jeu et tout, après, il n'y a pas le résultat, il n'y a pas le résultat. Tu n'auras pas tout le temps des 4-0. C'est pour ça que je disais de ne pas parler d'enflammade. Par contre, toujours garder à l'esprit de déjà, eux, les joueurs, de se faire plaisir. Et si eux se font plaisir, nous aussi, par déduction, on se fera aussi plaisir à maintenir les matchs, tu vois. Et ça, c'est pour n'importe quelle équipe, en fait, que je parle comme ça. Donc, quand tu as des Rosario et des Lemina qui sont très durs dans le jeu, mais que c'est propre, tu vois, c'est pas dur comme des Gattuso à l'époque du Milan. C'est pas Cahuzac non plus, c'est des joueurs de foot, quoi, effectivement. Ouais, voilà, tu vois, ça. Donc, c'est propre. Tu vois aussi, il faut bien regarder aussi le marquage, comment ils arrivent à coulisser entre le côté droit, côté gauche, entre eux, etc. Enfin, comme ils se parlent et tout. Franchement, c'est beau à voir. Il n'y a pas que, il y a la défense aussi. On n'en parle pas assez, je trouve, mais Dante Todibo, c'est monstrueux, réellement. Là, sur les 4 matchs qu'on a vus, les deux sont méga complémentaires. Dante qui monte pas trop. Déjà, c'était pas trop son jeu de monter, mais qui monte pas trop. Je pense aussi qu'il a un peu peur par rapport au croisé, ou peut-être un peu plus vieux. Puis qu'il y a Todibo qui est vraiment dans ce profil, tu vois, il est voilà. Associé. Tu l'aurais associé à William Saliba, par exemple, peut-être qu'il aurait été un peu plus obligé de monter parce que c'est moins le jeu de Saliba que celui de Todibo. Bien sûr, voilà. Donc tu vois ça aussi, comme ils se parlent, comme ils se regardent, comme sur le peu que tu peux voir, parce qu'Amazon, quand il filme vraiment tout l'ensemble du match et pas forcément que, mais pour le peu que tu regardes et tout, franchement, c'est hyper beau à voir, ouais, carrément. Il y a de très belles satisfactions à tous les niveaux, hein. Même en attaque, quand tu vois Gouiri, Dolberg, bon là, il est encore blessé. Déjà 3 buts chacun. Déjà 3 buts chacun, et tu vois que c'est quand même complémentaire, Gouiri, il essaye d'être le liant entre le milieu, les côtés, l'attaque. Tu vois les mouvements, le placement et tout. Même si demain tu perds 2-0, tu vois du foot. Tu vois du foot, tu perds 2-0, tu perds 2-0, mais t'as tout donné, quoi. Vraiment, t'as tout donné. Et que c'est pas une compétition. Enfin, si, c'est une compétition, mais c'est pas une coupe. Tu vois, c'est pas comme une coupe d'Europe quand t'arrives dans les phases finales ou quoi. C'est un marathon, c'est un championnat, c'est un marathon. Tu vas perdre des matchs, c'est sûr et certain, mais autant les perdre avec la manière et pas abandonner les schémas de jeu, quoi. Alors, puisque tu en parles, transition toute trouvée, et je vais demander l'avis de Romain, bon, avant le tien, Brice, naturellement, sur le sujet. Il y a un entraîneur d'un autre club qui s'est exprimé sur la manière de jouer et de gagner de l'OGC Nice. Tu disais, Brice, voilà, que c'était important de maintenir un peu ces fondamentaux, ton identité de jeu, pour reprendre un terme qu'on aime bien utiliser dans l'émission et très populaire dans les discussions de foot. Bon, un peu moins à Clairefontaine, hein, on s'en a encore aperçu hier soir, mais ça c'est un autre débat. Mais voilà, une question d'identité de jeu, de manière de jouer. Donc l'entraîneur de l'OM, hein, Georges Sampaoli, qui dit que lui comptait vraiment pas comme ça, dis-le bien. Voilà, lui il gagne en jouant bien, contrairement à l'OGC Nice qui gagne peu importe la manière. Est-ce que vous pensez, voilà, que c'est la façon de jouer de Galtier, peu importe la manière? Est-ce que c'est souhaitable déjà pour l'OGC Nice, ou est-ce que effectivement vous avez quand même l'impression sur ces premiers matchs qu'on développe une vraie philosophie de jeu et qu'on est en train d'installer quelque chose pour la suite du championnat? Alors moi déjà, pour parler de son intervention à Sampaoli, là, c'est vraiment nul, c'est nul et naze. Et en plus, quand tu vois notre jeu depuis le début de la saison, donc ça fait que 4 matchs, le peu importe la manière, il est vraiment malvenu, parce que autant dire que certes, on laisse le ballon à l'adversaire, ça, la possession, je pense que cette année, on l'aura pas forcément, mais par contre, tactiquement, on voit qu'il y a voilà, ça bouge bien entre les lignes, tactiquement c'est fluide. Défensivement, c'est fluide. Voilà, c'est sa façon de jouer, mais en tout cas, ça apporte quand même des buts. Et puis moi, voir une équipe qui défend bien et qui contre bien, désolé, pour avoir vu l'OGC Nice avec 70% de possession et faire des 0-0 ou perdre des matchs 1-0, moi je préfère une équipe qui défend bien, qui contre bien, voilà, et tactiquement qui est en place, quoi. Et Sampaoli
parce qu'alors lui, ses équipes, tactiquement, c'est du grand délire. Donc, enfin voilà, après perso, chacun sa vision. Mais moi, j'ai pas du tout. T'as pas eu cette impression-là sur le début de saison de l'OGC Nice, effectivement. Bah non, hein, c'est le système de jeu Galtier. Après que ça plaise ou que ça plaise pas, très bien. Mais en tout cas, ça réussit, ça amène des buts, ça amène pour moi, des beaux matchs. Enfin voilà, moi je trouve que ces déclarations, elles sont très cons. Voilà. Brice ? Elles sont malvenues, surtout après ce qui s'est passé. Donc c'est remettre un peu de l'huile sur le feu, là où ça commence tout doucement à s'apaiser. En attendant tout doucement. Mercredi prochain. Voilà, c'est ça. Donc c'est un peu peut-être... moi, je trouve ça un peu malvenu. On n'avait pas besoin de rentrer dans une guéguerre comme ça. Mais après, voilà, il est libre d'en parler. Après, il faut pas oublier deux choses. C'est deux entraîneurs au style totalement opposé. Sampaoli aime le déséquilibre. Il aime se déséquilibrer lui-même pour mieux repartir. Un peu comme Bielsa d'ailleurs, dans le même système un peu de jeu. Tout le temps déséquilibrer la défense pour mieux repartir. Beaucoup de contre-attaques parfois. Ce qui n'est pas aujourd'hui le cas de Galtier quand même, où c'est vraiment très solide derrière, très dur. Et puis c'est basé sur de la récupération haute plutôt que voilà, c'est ça. Que du déséquilibre. Donc c'est vraiment deux manières de jouer et deux manières de penser totalement différentes. Après, moi, je suis juste déçu d'avoir ce genre de déclaration. Bon, après, c'était pas pour rentrer nous-mêmes relancer la guéguerre avec Sampaoli. C'est est-ce que vous arriviez au même diagnostic de dire en fait sur le début de saison, on a l'impression que le l'OGC Nice joue un peu n'importe comment du moment que ça lui permet de gagner. Bon, je suis pas sûr que ce soit possible comme plan de jeu, enfin à la base. Pour moi, je pense que c'est possible, mais tu as un coup de temps en temps, tu vois. C'est comme c'est comme quand tu arrives au casino, tu fais n'importe quoi, puis un jour tu vas gagner, c'est sûr. Tu vois. Mais il faut quand même que ça soit carré. T'as quand même des attaquants devant, c'est pas des peintres, donc tu vois, les buts, faut aller les mettre quand même, tu vois. Et en face de toi, t'as aussi 11 joueurs quand même, tu vois. Même s'ils sont peut-être un peu plus faibles, ils sont pas dans le bon mood, etc. T'as quand même 11 joueurs, faut pas l'oublier ça. Donc c'est pas tu fais n'importe quoi et puis ça passe. Ça peut arriver, t'as un ou deux matchs comme ça dans la saison peut-être. Ça m'étonnerait que 2 fois 4-0, tu puisses d'affilée, tu fasses n'importe quoi. Non. Maintenant, c'est un style de jeu qui est totalement différent. Je pense qu'il, comme disait tout à l'heure Romain, c'est un rodage. Et c'est pas le rodage d'une Dacia. Donc ça se rôde plutôt bien. Et je pense qu'on verra, peut-être ça va s'affiner avec le temps, et je l'espère d'ailleurs, parce qu'il y a quand même quelques petites, quelques petits réglages encore à faire, etc. Mais c'est un bon jeu à voir. Il me choque pas ce jeu à voir. En fait, je suis pas là en train de dire bon, ok, ça bétonne derrière, ça attend, et puis dès qu'ils ont un ballon, ils balancent devant, et puis tu vas avoir un attaquant qui va tracer, qui va marquer, tu vois. C'est pas du tout ça. Donc il y a quand même de la recherche, il y a une discipline tactique et tout. C'est à respecter. Après, on aime ou on n'aime pas, hein, mais c'est à respecter en tout cas. Messieurs, je vous propose pour terminer cette émission les paris, comme d'habitude. Alors non pas cette fois des paris à coup de cote sur notre prochain match qui n'aura lieu, on le rappelle, que la semaine suivante, le week-end du 12 du coup, à Nantes. C'est plutôt le pari sur quel classement en fin de saison et éventuellement souhaitons un parcours en coupe cette année quand même, dont on est orphelin depuis maintenant bien des années. Ça fait une dizaine d'années, je pense qu'on n'a pas fait un véritable parcours en Coupe de France. Est-ce que vous pensez que cet effectif peut aller chercher les ambitions dont Romain commençait à parler tout à l'heure de ce nouveau projet d'Ineos qui, sans les dévoiler, c'est la Coupe d'Europe. Est-ce qu'on peut espérer encore mieux? Ou est-ce que, comme le disait Brice, pas d'enflammade, on verra bien ce qui nous arrive. On est lancé sur les bons rails, mais une saison, c'est long. Pour vous, qu'est-ce que l'OGC Nice peut jouer cette saison à la lumière de son mercato et de son début de saison? Est-ce que c'est le top 5? Est-ce que c'est le top 3 carrément? Est-ce que c'est être encore une fois dans le wagon du top 8 et espérer qu'en fin de saison, à plus ou moins 3 points, tu te retrouves à accrocher la bonne place plutôt que la mauvaise? Le titre, messieurs, le titre. Ça va être dur à aller chercher.
Mais alors, top 8, clairement. Si on me sort top 8, moi, je serais super déçu, que ça soit clair. Top 5, ce serait très bien, mais moi, je pronostique top 3. D'accord. C'est vrai que tu avais prévu que tu t'enflammais, hein, cela dit, donc j'aurais dû deviner, mais top 3, très bien. Brice, est-ce que pour toi le top 3 c'est envisageable, sans dire que c'est sûr, ou est-ce que de façon plus sécure, Nice devrait assurer sa place dans le top 5-6 qui est qualificatif du coup pour Coupe d'Europe l'année prochaine? Top 5 de sûr, top 3 si tout se passe bien dans l'effectif et si le retour de la CAN pour certains joueurs et tout n'est pas trop difficile. Mais je pense que top 5, c'est quasi sûr. Au regard de l'effectif, quand tu regardes comme ça, si tu dois te projeter, oui, de sûr, pour moi, top 5. Et après, top 3, vraiment, si tout se passe très bien. Okay. Bon, c'est compliqué de faire un top 3 avec une équipe de 11... Enfin, il n'y a pas 11 nouveaux joueurs, mais... avec beaucoup de nouveaux joueurs. Avec beaucoup de nouveaux... C'est quand même compliqué. Ça serait une belle performance, c'est pas impossible. Mais voilà, va falloir voir. Mais top 5, oui, je pense qu'aujourd'hui, ils font typiquement partie du top 5. Tu as des équipes comme Monaco qui ont quand même si rien n'est fait, mais ils ont perdu quand même quelques points. Lyon, c'est pareil. Lyon, ils se sont réveillés le week-end dernier. Première victoire et tout, alors que toi, tu as déjà enchaîné 2-3 victoires. Voilà, et donc, derrière Paris, selon vous, on doit être dans ce pool plutôt avec Monaco, Lyon et Marseille que celui d'habitude où tu es plutôt avec des équipes comme Rennes ou c'était Montpellier la saison dernière, la surprise Lens, enfin ce calibre-là. On doit déjà Lille aussi également, hein, qui est champion de France mais qui s'est largement découvert. On doit aller à la bataille avec vraiment ces top clubs. D'ailleurs Monaco et Lyon qu'on affronte hein, dans les semaines qui viennent également, ça nous donnera déjà une première vérité comme le match face à Marseille. Qui vont jouer l'Europe, donc peut-être que les premiers matchs ils seront un peu essoufflés là-dessus. Donc, il y aura peut-être des trucs à jouer, tu vois. C'est ça aussi. Si tu arrives à être un peu roublard, filou, que tu peux récupérer des points face à des équipes qui jouent l'Europe, etc., qui sont un peu fatiguées. Dans les fameux matchs à 6 points. Ouais, bah oui, clairement. Mais franchement, des fois, c'est comme ça. Tu grappilles quelques points par-ci, par-là, en faisant... parce qu'après, c'est du comptable. Hein. En fait, de saison, tu regardes, c'est quasiment que du comptable, si tu regardes bien. Donc, si tu arrives vraiment déjà à récupérer ces points-là, tu as déjà l'angle un peu de ta saison. Voilà, vers octobre-novembre. Et puis, il n'y a plus Dijon pour prendre 0 points sur 6. Donc, ça devrait être un peu plus facile pour nous d'accrocher l'Europe cette saison. Mais attention aux petites équipes. Aux petites équipes. C'est là où tu perds les points décisifs régulièrement. C'est là que tu as des regrets en fin de saison, en tout cas. C'est ça, parce que tu regardes Troyes et Clermont. Moi, c'est football tactique et Fleck qui m'ont mis, pas qui m'ont mis sur le coup, mais à force de parler de Troyes, de Clermont, donc j'ai regardé. Ah ouais, quand même. Hein. Les mecs, ils ont pas peur. Hein. Ils te regardent droit dans les yeux et ça joue. Hein. C'est pas comme certaines équipes qui, selon contre qui c'est, tu vois, ils jouent un peu entre eux à la baballe, pas plus. Non, c'est des mecs qui te poussent quand même. Hein. Donc, ça va être des points difficiles à récupérer. C'est pas Dijon, quoi. Ça, nous verrons dans les prochaines semaines. On peut se mettre d'accord, si on est en dehors de ce top 5-6 avec une qualification européenne, la saison est un échec, très clairement. Oh, Galtier démission en direct. D'accord. Bon. Peut-être pas, mais en tout cas, voilà, ça serait quand même un échec. Et là, voilà, ça aurait déjà dû être en fait le résultat de la saison dernière. Ça s'est mal goupillé à cause des recrues. Là, on serait quand même surpris, et en tout cas je pense qu'il y aurait besoin de remettre beaucoup de choses en question au club si tu n'accroches pas ce top 6 c'est une qualification en Europa League Conférence la saison prochaine au minimum, parce qu'on a bien compris que Romain avait décidé de s'enflammer et d'envisager de retrouver la musique de la Ligue des Champions à l'Alliance Riviera. Messieurs, exactement. Merci d'avoir fait ce bilan du Mercato. Dis-moi Romain. Juste une dernière chose. Tu veux passer un disque pour madame? Non. Une dernière chose, dis-moi. Non, un gros freestyle va nous lâcher. Non, je voulais juste faire une mention particulière pour le début de saison à Boudaoui, qui pour moi... le prince de Béchar, voilà, notre meilleur milieu de terrain. Et ouais, pour moi, c'est plus Kluivert qui a du souci à se faire pour le retour avec Stengs que Boudaoui. Voilà.
Donc, je voulais juste faire une mention particulière pour Boudaoui, parce que pour moi, je trouve qu'il a été étincelant depuis qu'il est revenu. Et voilà, je voulais le souligner. Utilisé un peu à la Renato Sanchez par Galtier, du coup, qui a du coup trouvé un peu son joueur couteau suisse. Merci en tout cas, merci pour la remarque, parce qu'on ne parle jamais assez d'Hicham Boudaoui, je trouve, effectivement. On espère, lui, que les pépins physiques le laisseront tranquille, parce que c'est un peu ce qui l'a aussi empêché d'exploser et de s'installer dans le 11 de l'OGC Nice. Il y a aussi Kefren Turam, dont on n'a pas parlé, mais qu'on a réussi à conserver jusqu'au bout du mercato. Donc on a vraiment deux jeunes talents au milieu de terrain qu'on a hâte de voir se développer sous les couleurs de l'OGC Nice. Messieurs, merci d'avoir fait ce bilan avec moi. On se retrouve la semaine prochaine pour l'avant-match face à Nantes, du coup, au retour de la compétition après la trêve internationale. D'ici là, on va un peu se déconnecter des réseaux sociaux, un peu, mais pas trop. Mais en tout cas, ça fait plaisir de pas passer sa journée à attendre nos tirs. Non, attends. Franchement, tu retrouves un peu un semblant de vie là maintenant qu'il n'y a plus le mercato et que tu n'es plus à attendre tous les soirs de savoir s'il va y avoir une nouvelle dinguerie faite par notre tandem. Je vais me mettre un post sur Twitter. Arrête de faire ta diva. Non, j'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je n'irai pas jusque-là. Tout le monde sait très bien que je ne risque pas de partir de sitôt. Messieurs, merci beaucoup. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Avantinissa. Merci à ceux qui auront écouté ce numéro. N'hésitez pas à réagir, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les commentaires de notre chaîne YouTube, la chaîne Sports Content. Et puis, on vous dit à bientôt. Et Issa Nissa.